Bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous, vous écoutez un nouvel épisode de votre émission préférée de l'été, à savoir De tout et de rien. Et aujourd'hui, en cette fin de juillet 2025, nous vous proposons avec l'ami Franck un petit hors-série pas piqué des hannetons. De quoi est-ce qu'on va parler, Franck, aujourd'hui, exactement? Même si On va parler d'un endroit où règne la paix, l'harmonie le Bhoutan. et le bonheur. D'un endroit où il fait bon vivre et où rien ne se passe jamais. Et oui, parce que Non, pas du tout, on va parler du Proche-Orient. voilà, exactement. Aujourd'hui, on va parler de la Syrie parce que à l'occasion du centenaire de la grande révolte syrienne qui a eu donc lieu en 1925, on s'est dit que ça pouvait être intéressant quand même de parler de ce sujet-là, de parler un petit peu du Proche-Orient, de la Syrie de manière générale dans cette période post-Première Guerre mondiale finalement. Du coup, moi je te cache pas, Franck, que je connais pas forcément grand chose à la Syrie, donc je vais être vraiment un petit peu de néophyte. Et j'ai dû me renseigner un petit peu par moi-même. Est-ce que toi tu t'y connais un petit peu plus que moi peut-être? Je sais pas si on est tous les deux, on va tous les deux tâtonner dans les ténèbres ou pas. Clairement, je ne sais que les choses les plus basiques, hein. Pour faire très simple pour nos auditeurs et auditrices, la région, qui est aujourd'hui la Syrie, mais aussi tous les pays à côté, sont dominés au début de la Première Guerre mondiale par l'Empire ottoman. C'est un vieil empire qui date de la fin du Moyen Âge et qui s'est étendu dans la région au tout début du XVIe siècle, fin du XVe, début du XVIe siècle, et qui est présent donc depuis lors dans le coin. Cet empire choisi de se battre aux côtés de l'Allemagne et des puissances centrales durant le premier conflit mondial, ce qui s'avère être le clou dans le cercueil, hein, puisque l'Empire ottoman était déjà, avant la Première Guerre mondiale, appelé l'homme malade de l'Europe, hein. C'était un État qui était en lente décomposition et soumis à la prédation des grands capitalistes européens, de tout pays d'ailleurs, qui avait même fini par mettre sur le pays une quasi-tutelle économique. Ah oui. Donc c'est un État qui est quand même très largement déjà décomposé de l'intérieur et qui en plus n'est pas du tout un État moderne comme on pourrait le concevoir aujourd'hui. Déjà parce que c'est un État ultra multiethnique. On y trouve bien entendu des Turcs qui sont la classe dominante, qui domine notamment l'Anatolie, mais on y trouve aussi des Grecs, des Arméniens, des Assyriens, des Arabes, des confessions très diverses et très variées, que ce soit des catholiques, des orthodoxes, on y trouve des sunnites et des chiites, on y trouve des juifs, on y trouve tout un tas de petites minorités diverses et variées. Dont on ne parle quasiment jamais, comme les Samaritains. Plein de diversité, et évidemment la diversité sur la période des nationalismes, c'est la fin du 19e, début du 20e siècle, c'est toujours la merde. Ouais. Tout le monde a envie d'avoir sa propre représentation nationale, tout le monde cherche à construire son État-nation, et forcément ça crée du bordel. Surtout qu'en plus, on peut rajouter par-dessus les volontés des grandes puissances, des États, qui eux en ont souvent pas grand-chose à faire et qui sont là pour le pouvoir, la gloire, l'argent. Ouais. Bref, Les classiques. la situation habituelle, quoi. Merci pour ce petit résumé, ma foi assez intéressant sur la situation un petit peu en Syrie post Première Guerre mondiale. Avant la Première Guerre mondiale. Avant, pardon, la Première Guerre mondiale. Donc, passé la Première Guerre mondiale, c'est la chute de l'Empire ottoman. Alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour la Syrie une fois qu'elle est plus sous tutelle de l'Empire ottoman? En fait, la situation est très vite un peu difficile. Déjà parce que la Syrie en tant que telle n'existe pas. Il y a tout un tas de ce qu'on appelle des vilayets, prononcé très très mal, hein, qui sont on va dire des préfectures de l'Empire ottoman, qui ne correspondent pas forcément exactement au territoire de la Syrie. Et surtout à l'époque, quand on parle de Syrie, on parle de ce qu'on appellerait aujourd'hui la Grande Syrie, c'est-à-dire la zone géographique qui est comprise, pour le dire très simplement, entre les fleuves du Tigre et de l'Euphrate et la mer Méditerranée. Ok. Donc ça comprendrait des États qui aujourd'hui sont non seulement la Syrie, mais aussi le Liban, Israël, la Palestine, la Jordanie, voire des petits bouts d'Irak et d'Arabie Saoudite, voire même des petits bouts de Turquie. Ok. Donc c'est une région quand même très grande. Oui, j'avoue, ouais. Et qui est dans une situation un peu paradoxale, puisque durant la Première Guerre mondiale, pour se faire des alliances, les Britanniques ont fait plein de promesses contradictoires à plein de groupes d'intérêts différents.
peu près en même temps, ils ont passé un accord avec les Français, et les Russes d'ailleurs aussi, qu'on oublie souvent, mais qui sont bel et bien présents dans les échanges, avec qui ils se divisent l'Empire ottoman, comme un gâteau, hein, très clairement, chacun récupérant un morceau qui l'intéresse, aux grandes dames de toute question historique, de logique territoriale parfois même, hein. Puis ils promettent aussi aux Arabes, en échange de leur soutien et d'une rébellion au sein de l'Empire ottoman, de leur concéder un État arabe dont il est anticipé que la Syrie serait au centre, notamment la ville de Damas. C'est à l'époque Ok. l'une des plus grandes villes de la région et l'une les plus riches, les plus importantes politiquement. Et elle est d'ores et déjà envisagée comme une capitale. Et ils promettent donc ceci notamment au roi, enfin, aux shérifs hachémites de la Mecque, qui sont famille, les hachémites, qui Ouais. sont les responsables, on va le dire comme ça, de la Mecque et de Ok. Médine, donc des grandes villes saintes de l'islam, pour ceux qui ne le savent pas, et qui sont des vassaux de l'Empire ottoman et qui se verraient bien comme les nouveaux souverains de cette nation arabe. Eh oui. En plus de ça, 1917, déclaration Balfour, que certains connaissent, que les Britanniques destinent principalement aux grands banquiers d'affaires juifs britanniques et américains, et qui leur promettent la création d'un foyer national juif en Terre Sainte, en espérant que ça leur attirera les sympathies de personnes fortunées Ok. qui mettront du coup des sous dans la guerre. Eh oui. Donc trois revendications, trois problématiques différentes qui vont forcément créer du bordel. Surtout qu'à la fin de la guerre, la situation sur le terrain est un peu compliquée. Malgré ce qu'on peut imaginer, l'Empire ottoman s'est relativement bien défendu Ouais. face aux puissances européennes. Et les Britanniques ne contrôlent physiquement que la partie sud de la Mésopotamie, qui correspond donc au sud de la zone de l'Irak actuel, à peu près jusqu'à Bagdad, et la Palestine. Ok. La région de Palestine, en principe, à l'époque, c'est d'ailleurs toujours le cas sur les livres de géographie, hein, Ouais. la région sud de ce qu'on appelle la Grande Syrie s'appelle La la Palestine. Palestine. Ok. Les tribus arabes révoltées ont réussi, au moment de la chute de l'Empire ottoman, à rentrer dans Damas, fondent d'ailleurs un gouvernement qui s'étend sur à peu près ce qui correspondrait à peu près aujourd'hui à la Syrie et à la Jordanie. Ok. Ils essayent aussi de s'implanter le long de la côte, au Liban et dans les régions alaouites, dont vous avez peut-être entendu parler malheureusement dernièrement pour les massacres. Oui. C'est une région qui est très en lien avec l'histoire très récente de la Syrie, mais dont on ne parlera pas forcément ce soir, Mhm. c'est pas trop notre sujet. Encore une autre minorité religieuse de la région qui pratique voilà, une version de l'islam encore un peu différente. Ok. Le fait est que les Français qui entendent bien faire respecter le traité de Sykes-Picot, qui ordonne la Syrie comme potentiellement future colonie, vont débarquer et va commencer un conflit entre les Syriens du coup et les Français principalement pour le contrôle de la région, notamment de Damas et d'Alep. Un conflit qui est très compliqué à expliquer en détail en peu de temps parce que malheureusement il y a d'individus, beaucoup de gens qui jouent pour eux-mêmes plus que pour leurs intérêts nationaux parfois. Il y a beaucoup Oui. d'acteurs, il y a beaucoup de partis politiques différents qui sont parfois libéraux, parfois conservateurs. Bref, il y a beaucoup de choses, mais il y a quand même l'idée derrière quand même d'une Syrie arabe unie face à l'envahisseur français tel qu'il est perçu à l'époque. La chose d'ailleurs ne s'améliore pas forcément parce que les Français, l'armée française se comporte assez mal au niveau de sa propagande, hein. Très clairement, on a même un général français qui arrive en Proche-Orient devant le tombeau de Saladin, moquera en disant que les Francs avaient fini par revenir Ah. en Terre Sainte. Oh, référence quand même un peu absurde, hein, Ouais, pour un j'avoue. général de la Troisième République, quasiment, quasiment 800 ans après les faits. Bon, J'avoue que bon, c'est un peu compliqué, quoi. c'est quand même une réflexion de con un peu, hein, C'est on va clair. pas se mentir. Surtout que, pour ceux qui ne le savent pas, Saladin est peut-être l'un des dirigeants arabes du Moyen-Âge, voire un des dirigeants du Moyen-Âge tout court, les plus intéressants, et a d'ailleurs regagné à son époque le respect de ses adversaires, y compris donc des croisés. Et quand je dis respect, vraiment, parfois le respect profond, hein. C'est pour ceux
Petit fun fact au Moyen-Âge, sur un truc contemporain. L'une des dynasties seigneuriales du Béarn nommera tous ses fils Ah pendant oui, plusieurs siècles au nom de je me Saladin, souviens de ça. en commémorant la merci qu'avait eu Saladin à l'égard de leur ancêtre, en lui permettant de retourner chez lui, chercher l'argent nécessaire à payer la libération de ces hommes et de Incroyable. lui-même. Euh, et les deux hommes ayant fini par nouer un respect mutuel, a été transmis quand même pendant le temps très long. Ça, c'est une super Donc bon, anecdote. se moquer de ce genre de personnage historique qui est quand même un petit peu au-dessus de la mêlée, puis qui est pas parfait, hein, parce que Saladin reste un humain Oui, comme tous les humains, voilà, avec ses travers, mais on est sur quand même quelqu'un qui, en plein milieu du Moyen Âge, fait quand même passer sa rationalité avant le fanatisme religieux, alors qu'on est dans un contexte de guerre sainte, qui fait preuve quand même de beaucoup plus de respect par rapport à la vie des civils notamment ouais. ce qu'ont pu le faire les croisés à la même époque lorsque eux ont gagné. Donc on est quand même sur un personnage qui, dans l'histoire, est plutôt respectable. Et s'en moquer en se jouant quasiment le vainqueur de ce personnage historique, c'est quand même déjà un peu indicateur d'un état d'esprit pas très sain Ouais, j'avoue. pour la suite. Les Français, cependant, sont relativement, je le dis, malins dans la méthode dont ils vont utiliser pour s'emparer de la région, notamment afin d'avancer. Ils vont utiliser une méthode bien connue, hein, diviser pour mieux régner. Ouais. Ils vont créer plein de petits États. Euh, Au début, ils vont essayer en tout cas de créer plein de petits États pour essayer de diviser les gens. L'État d'Alep et de Damas, puisque les deux villes sont les deux plus grandes villes de Syrie et elles sont depuis longtemps en conflit commercial l'une avec l'autre, hein. Ouais. Comme c'est souvent le cas hein, entre des villes qui se côtoient, hein, Oui, toujours, il y a un derby, toujours des quoi. rivalités économiques et politiques, donc sur lesquelles les Français vont jouer. Ils vont aussi créer un petit État druze, une autre minorité aussi bien présente dans la région. Créer un État qui existe toujours, qui s'appelle le Grand Liban, Ok. principalement pour les chrétiens maronites, encore une fois, autre minorité, et un territoire alaouite, et même un petit territoire d'Alexandrette, aujourd'hui est situé en Turquie, et qui est un territoire très mixte en termes ethniques. Donc les Français vont écraser les Syriens à plusieurs reprises, parce qu'en réalité, bien que la France contrôlera officiellement la Syrie jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en réalité, la zone est en état contestataire quasi permanente, Ouais. dans une rébellion parfois vivace, parfois atténuée, mais toujours présente. Les Français, d'ailleurs, n'hésiteront pas, les généraux français n'hésiteront pas à utiliser des techniques qu'ils auront appris durant la Première Guerre mondiale, hein, Oui. pour écraser plus facilement les insurgés, notamment en utilisant l'aviation. Ouais. Que bah, la France, à cette époque-là, est le pays de l'aviation. C'est un pays qui est largement mieux équipé que n'importe quel autre pays au monde. Et ils l'utiliseront de manière assez dense pour bombarder les insurgés, souvent en faisant malheureusement peu de cas de la vie des civils. Et oui. Vous l'aurez compris avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Le respect et la bienveillance, ça, c'était Non, pas le topo. c'est pas le maître mot, hein. Ouais, parce qu'il y en a quand même un peu plus de ce qui me semble voir, c'est qu'il y a un peu plus de 10 000 Syriens qui sont morts quand même. Pour la plupart d'entre eux, du coup, des civils. C'est pas Ouais. Jojo, Voilà, effectivement. malheureusement, Et encore, là, je compte que à la grande révolte syrienne de il 1925. Donc, comme tu l'as dit, il y a eu il va y il y a eu avoir de toute d'autres façon révoltes. plusieurs conflits larvés. Ouais. Ça va être très récurrent. Que, bah, malgré tout, la population locale va mal accepter les divisions françaises. Divisions qui seront de toute façon en partie retoquées par la création d'un mandat sur la Syrie. Et oui. Le traité de Versailles et la nouvelle Société des Nations n'acceptera pas la création, enfin, le traité de Sèvres, pas le traité de Versailles d'ailleurs, le traité de Sèvres et la Société des Nations n'accepteront pas la création de colonies sur Ok. les débris de l'Empire ottoman, mais seulement de mandats, avec l'objectif de, à terme, donner l'indépendance à de véritables démocraties au Proche-Orient. Et ouais. Bon, malgré tout, tout le monde, personne n'est dupe, Ouais, hein, ça ça reste des conneries, quoi. c'est la version polissée, Ouais. et la version polissée, mais la réalité, c'est que c'est bien l'objectif, c'est bien de s'implanter et de créer des états fantoches qu'on pourra exploiter. Voilà, ce qui, avec le recul historique, n'est pas particulièrement brillant, hein, et qui va créer plein de problèmes, parce que du coup, on l'a dit, ceci crée une division artificielle entre des gens qui auraient pu appartenir au même état.
Après, il faut quand même aussi mettre un petit bémol, parce que c'est vrai que souvent, on a un peu une vision de les Français, les Anglais n'avaient pas créé leur mandat et leur pseudo-colonie Ouais. au Proche-Orient, tout se serait bien passé, il y aurait eu un seul État arabe uni qui aurait été riche et prospère et blablabla. On va couper court tout de suite. Malheureusement, l'humain étant l'humain, encore une fois, il y avait peu de chances que ça se produise. Pour la simple raison, on l'a dit, il y a des quantités Et d'ethnies, oui. de groupes culturels, de groupes religieux qui cohabitent sur des territoires, parfois de village en village, hein, avec des découpages cartographiques qui sont très loin d'être aussi clairs que ceux qu'on peut avoir en Europe, notamment en Europe de l'Ouest. Et on a une dissémination des populations qui fait que les Druzes, par exemple, sont principalement situés dans le sud de la Syrie, mais également dans le sud du Liban Ok. et dans le nord de ce qui est aujourd'hui l'État d'Israël. Ah oui. Euh, donc ils sont quand même assez dispatchés au niveau géographique. Les Maronites, pareil, sont principalement présents, même s'ils sont aussi sur la côte près de Beyrouth, ils vont principalement être présents dans les montagnes du Liban. En fait, le nom du pays vient du massif montagneux qui coupe le Proche-Orient de la Méditerranée. Le grand Liban qui existe aujourd'hui étant une création un peu artificielle qui a englobé du coup beaucoup d'autres ethnies, notamment des sunnites et des chiites, et c'est ce qui crée en partie aujourd'hui la problématique, puisque certes le pays est grand, relativement grand, avec pas mal de territoires, mais du coup il est très divisé ethniquement, que les populations sunnites et chiites ont grandi par rapport aux populations maronites en proportion, et du coup ça a créé beaucoup plus d'instabilité puisqu'il n'y avait plus une ethnie dominante, qui était déjà à l'époque d'ailleurs pas Oui. particulièrement écrasante par rapport aux autres, et qui en plus de ça n'était pas forcément particulièrement indépendantiste en tant que tel. Ça c'est un thème qui va revenir dans l'histoire de la Syrie, du Liban et du Proche-Orient, cette idée du panarabisme, elle va traverser tout le XXe siècle en fait. Et aujourd'hui d'ailleurs on en voit toujours encore un certain nombre de conséquences. On en voit toujours les restes aujourd'hui. Ce qui est aussi intéressant je trouve sur cette région syrienne quand même, c'est l'effervescence politique. C'est-à-dire que malgré le mandat français, Ouais. il va y avoir tout un tas de sociétés discrètes qui vont se mettre en place, de plein d'organisations politiques et qui vont se révéler après la Seconde Guerre mondiale. Ok. Que la France, durant la Seconde Guerre mondiale, est défaite par l'Allemagne, dont nous ne citerons pas le nom pour ne pas être censuré, même si c'est dur d'en arriver là. Le mandat syrien, du coup, prend sa quasi-indépendance. Il y a des combats entre vichistes, français libres, britanniques et syriens. La France tente de se réimplanter en 1945, mais malheureusement pour elle, elle est vaincue diplomatiquement Ok. par les Britanniques, qui vont jusqu'à menacer De Gaulle, hein, Ah ouais. de conflit, ouais, en cas d'utilisation de la force par la France pour se réimplanter. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle, à ce moment-là, Churchill et les De Gaulle vont se brouiller, hein. Oui, c'est pour ça qu'ils détestent les Britanniques, du coup, Donc, entre autres. alors, c'est pas que pour ça, mais à ce Ça moment-là, enfonce c'est ce le qui a clou, quoi. expliqué leur brouille Ouais. à ce moment. En réalité, leur relation, pareil, est beaucoup plus complexe que juste ça, mais il va y avoir plein de partis politiques qui vont se développer, des partis politiques d'ailleurs très variés. Le communisme et le socialisme révolutionnaire Ok. va beaucoup s'implanter dans la région du Proche-Orient et en insistant sur cette idée du panarabisme et de l'unité régionale au détriment des particularismes religieux ou ethniques. Ok. On va retrouver ces groupes communistes ou socialistes révolutionnaires dans plusieurs communautés religieuses. C'est les chrétiens, c'est les sunnites, c'est les chiites. On va même en retrouver, même si c'est dans le cadre du nationalisme israélien, on Ouais. va même en retrouver chez certaines populations juives, hein, Ok. qui bout très clairement communistes, hein, dans leur conception. On va retrouver aussi des nationalistes, d'ailleurs avec des partis au nom parfois très douteux, qui révèlent quasiment du national-socialisme dans leur nom, Ok. mais qui sont, quand on regarde leur politique, plus surtout nationalistes dans le sens de l'unité nationale des Arabes de Ouais. la région. Là encore une fois, en dépassant des oppositions religieuses, mais en ayant par contre tout un tas d'actes et de méthodes que certains pourraient dire discutables, y compris le terrorisme et l'assassinat. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment une effervescence très dense. Et cette effervescence, elle nous montre aussi que malheureusement, l'idée d'un État arabe uni, il est très difficile à mettre en place, même si la France n'était pas intervenue à cette période-là, parce qu'on aurait eu beaucoup de groupes d'intérêts, d'idées politiques différents.
Mm. Et autant si les puissances de l'entente, les puissances de la Société des Nations avaient décidé d'épauler effectivement la création réellement d'un État, d'un grand État syrien, et de l'avoir réellement épaulé au sens politique, et d'avoir, entre guillemets, imposé une démocratisation, pas en écrasant les gens, mais en empêchant des coups Ouais. d'État et en empêchant des actions violentes, là peut-être que ça aurait pu avoir un effet. Et là encore, il faudrait se poser la question, est-ce que vous, très chers auditeurs et auditrices, vous seriez prêts à être déployés de l'autre côté de la Méditerranée, sans aucun gain particulier pour vous-même ni pour votre pays, Eh oui. pour faire en sorte que ça s'améliore chez eux, sans qu'il y ait de retour pour vous, et en tout cas de retour visible, immédiat, et tout en risquant évidemment des pertes dans vos rangs. Ouais, c'est un peu compliqué à Et faire voilà, avaler à c'est l'opinion publique, surtout à l'époque. Ça c'est aurait pas ça. été À vraiment l'époque, possible. c'est même impensable. Ouais. Complètement impensable. D'autant plus que si je ne m'abuse, Malgré tout, si je ne m'abuse, les troupes qui ont essentiellement été déployées en Syrie sont essentiellement des troupes coloniales, donc c'est même pas forcément le citoyen lambda de la métropole qui y allait. oui, après, il faut faire attention parce que troupes coloniales, ça veut pas forcément dire que ce sont des troupes issues des colonies. Très clairement, par exemple, l'infanterie coloniale, c'est des Français métropolitains qui sont engagés dans les colonies. Donc, voilà, l'idée de troupes coloniales, c'est pas forcément que ce ne soient pas des Français. Et dans tous les cas, la situation est un peu toujours la même, c'est que même pour sa troupe, c'est difficile de l'engager sur quelque chose où elle n'arrive pas à avoir l'objectif. Du coup, forcément, elle n'a pas le moral. Voilà. Et d'ailleurs, de base, les troupes présentes sur place ne sont pas forcément je pense pas qu'elles étaient ultra motivées à conquérir la Syrie. Elles étaient sans doute un peu plus que si on leur avait dit de simplement, entre guillemets, de servir d'armée à un autre pays pour que celui-ci n'ait pas besoin de le faire. Ouais. Sauf qu'évidemment, sur le temps long, avec la profondeur de l'histoire qu'on a aujourd'hui, on peut se rendre compte que c'était une idiotie et voir que construire un État solide dans la région aurait été bien plus bénéfique pour tout le monde. C'est là où je reviens un peu sur l'histoire de Saladin tout à l'heure, c'est que ce que je trouve dommageable, c'est que il y a eu le choix de jouer sur les divisions, de jouer sur les antagonismes, au lieu de jouer justement sur ce qui rapprochait les gens. C'est malheureusement une constante dans l'histoire de l'humanité, pas que dans l'histoire coloniale d'ailleurs, en tout cas dans l'histoire coloniale européenne. C'est malheureusement toujours un peu la même chose, on divise toujours pour régner, mais ça finit toujours par se casser la gueule, à un moment donné. Alors que paradoxalement, il y aurait eu des points de construction, il y avait des ponts peut-être à créer, qui auraient exigé des concessions de part et d'autre, et ça c'est toujours très compliqué malheureusement de les mettre en place. Donc voilà, tout ça pour dire que du coup cette révolte malheureusement n'aboutira pas en 1925. La France réussira d'ailleurs à séparer le Liban du reste de la Syrie. Ça entraînera d'ailleurs plein de conflits, on l'a dit, après la Seconde Guerre mondiale, avec l'occupation même du Liban par la Syrie à un moment donné. Et malheureusement, ça jouera aussi sur tous les événements qui se sont produits depuis, que ce soit sur les régimes de la famille El-Assad, que ce soit sur le terrorisme, malheureusement. Voilà, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact. Et il est en bonne partie, malheureusement, dû à cette décision un peu délétère de découper la région sur des principes, malheureusement, juste impérialistes et pas sur des principes logiques, entre guillemets, de construction régionale ou même d'identité régionale forte. J'aurais pu penser à faire des découpages par groupe ethno-religieux. En soi, moi, je trouve est toujours une gageure. C'est le français qui parle, le français universaliste, laïcard, Ouais, qui c'est ça. parle. Mais c'est toujours une gageure de faire ce genre de division arbitraire. Mais il y avait peut-être d'autres séparations ou d'autres constructions étatiques et géographiques qui eût été plus logiques. Est-ce qu'elles aient pu marcher? Ah, c'est un grand mystère, surtout vu les divisions internes, comme on l'a dit. Ouais. À ce titre d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés pour l'histoire du Proche-Orient, d'aller vraiment dans tous les détails, je vous invite à aller regarder sur la chaîne de Jazzy. Ouais. C'est un... Je ne sais pas s'il est historien lui-même, il me semble que oui. Il fait toute une histoire justement et très en détail du Proche et du Moyen-Orient, et même d'ailleurs du monde arabe de manière générale. Entendre monde arabe au sens très large, Bien sûr, ouais. voire monde arabo-musulman au sens Arabo-musulman, en très fait. très large, du Maroc au Pakistan.
Et il rentre beaucoup plus dans les détails des différentes intrigues politiques qui secouent tous ces régimes, des différents groupes qui vont agir parfois ensemble, parfois les uns contre les autres. Par contre, là, contrairement à cette vidéo, ce sont des vidéos de 3 heures à chaque fois, donc l'intérêt, c'est que ça va à fond dans les détails, mais ça peut être un peu indigeste et c'est en anglais. Donc voilà. On peut parler la langue de Shakespeare, au moins comprendre la langue de Shakespeare pour en profiter pleinement. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas, parce que franchement, il y a vraiment, vraiment beaucoup de détails. Justement, il montre bien que malheureusement, le mandat français en Syrie a rajouté de l'huile sur le feu, et que malheureusement, le feu existait déjà avant. Les divisions existaient déjà avant. Et ce qui est dommage, c'est qu'au lieu de la fin de la Première Guerre mondiale et le traité de Sèvres et la création d'États dans la région de Sèvres à calmer ce feu-là ou à le transformer en foyer, ça en a fait un incendie. Ok, ouais, effectivement. Puis un truc qui brûle encore malheureusement aujourd'hui en plus. Oui. C'est vraiment tout le... Une fin, un peu de poésie dramatique pour finir et pour peut-être passer... à la musique. Moi j'aurais voulu parler de la musique dans la Syrie dans les années 1920 du coup, puisqu'on a élargi un peu le sujet à la période globale de ce début du XXe siècle, même pratiquement mi-XXe siècle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les années 1920 en Syrie furent une période riche de diversité musicale, marquée par une fusion de traditions locales et d'influences régionales. Comme tu l'as si bien dit, Franck, pendant ton intervention, tu nous as expliqué qu'on était quand même dans un ensemble géographique avec plein de cultures différentes un peu partout, ce qui fait que la Syrie est un vrai carrefour culturel au cœur de ce monde arabo-musulman qui abrite une mosaïque de communautés, chacune contribuant à un paysage musical varié et dynamique, donc interchangeant les uns avec les autres. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, en 1920, la Syrie, elle est sous mandat français, donc il y a une période avec des changements politiques, sociaux significatifs. On va avoir du coup des personnes venant aussi d'Occident qui seront présentes. On va avoir aussi des personnes qui seront présentes, d'autres véritables, entre guillemets, colonies françaises. Donc tout ça, ça va contribuer à créer encore une fois de plus une sorte de véritable patchwork culturel, et donc ici, de patchwork musical. Alors, les instruments de musique, dans la musique, jouent un rôle central, assez logique me direz-vous. Et parmi les plus populaires dans les années 1920, on va trouver du oud, donc c'est une sorte de luth à manche court, le ney, qui est une sorte de flûte en roseau, le kanoun, une sorte de sitar, et ces instruments étaient aussi souvent accompagnés de percussions, comme la darbouka, un tambour avec une peau tendue sur un vase en céramique, ou encore le rik, une sorte de petit tambourin. Ces instruments étaient utilisés dans une variété de contextes musicaux, des performances solistes aux ensembles musicaux, ajoutant alors une richesse sonore et une profondeur mélodique aux compositions. Du coup, ce que je te propose, Franck, c'est un petit blind test rapide. Je t'ai cité plusieurs instruments et il va falloir que tu essayes de savoir lesquels vont être joués là présentement. Donc j'espère que tu as tes oreilles qui sont tout oui, parce que on va jouer un peu des instruments. Tu es prêt ? Allez, on va essayer. Allez, c'est parti. Je suis nul en musique, donc vraiment t'as choisi la meilleure personne. Ouais, je suis désolé. Bon, il y a un enfant qui pleure sur la vidéo que j'ai captée. Ça, c'est plutôt un instrument qui est quoi, vent ou corde ? Je suis désolé, mais c'est une corde, mais ça ressemble quand même très très fort. Désolé, ça ressemble très très fort au C117. Hein. Ah oui, et tout à fait. Et il joue quoi dans le C117 ? Il joue du... il me semble qu'il joue du oud et pas de la sitar. Exactement, tout à fait, bien joué, c'est du oud. Mais oui, exactement, c'est clairement le passage dans le SS-117 où il joue Bambino dans le bar. Tout à fait, on est vraiment sur ce genre d'instrument. Évidemment, on est sur une flûte. Une flûte, exactement. Après, quel type de flûte ? Alors ça, je suis là pour assurer tes arrières. C'est la fameuse flûte en roseau qu'on appelle le ney. Donc à l'occidental, ça s'écrit N-A-Y. Mais oui, vraiment juste, c'est vrai que c'est très très agréable. C'est bizarre comme des fois la culture musicale peut aussi jouer sur la perception culturelle, parce que bien sûr. Bizarrement, on a entendu le oud tout à l'heure, vraiment tout de suite j'ai pensé à Bambino, mais tu sais, ça m'a tout de suite mis dans cette ambiance du souk terrotte. Ouais, grave. Et là, la flûte, tout de suite, ça donne l'impression d'être sur le bord d'un désert en Jordanie. Ouais. Dans une zone semi-aride. Je sais pas, c'est bête, mais moi, immédiatement, je vois les images du désert un peu rose, tu sais, mais... avec des plantes rases et tout.
Ouais, mais c'est ça qui est chouette avec la musique, c'est que ça, à chaque fois que quelqu'un écoute quelque chose, ça le transporte finalement dans un univers qui est lié à ce qu'on perçoit de l'instrument, ce qu'on perçoit de la culture qui manie aussi l'instrument. Alors parfois il arrive qu'il y ait des rencontres, alors là je vais te faire écouter un truc, c'est un peu plus moderne, parce que j'ai pas trouvé de truc classique, mais ça reste quand même un instrument que j'ai cité tout à l'heure. Là c'est un peu en mode électro, mais l'instrument est quand même présent. Très électro. J'ai envie de Après, danser à Bollywood là. C'est un instrument Tout à à fait. cordes. Mais effectivement, là, c'est très, on est en boîte de nuit, on est en boîte de nuit à Bagdad. Exactement. C'est le kanoun, donc une sorte de sitar. Hop, je te mets ça maintenant. Alors, tu peux repasser, juste, j'allais dire, si tu peux repasser, sinon. Ouais, après, vas-y, je la peux. différence Regarde. entre le oud et la. Alors le oud, regarde, hop, Ouais. c'est plutôt ça. C'est quoi, je vais te les mettre en même temps. Ouais, le deuxième était un peu plus. Tu m'as dit que ça s'appelait Le kanoun. le canon. J'ai l'impression que les notes sont un peu plus aiguës. Un peu Après, plus c'est aigu, ouais, peut-être tout à fait. Le oud est effectivement beaucoup plus grave. Mais... En fait, la différence, c'est que le oud, il fait plus guitare, en fait, d'une certaine manière. Alors que la sitar, le kanoun, c'est plus banjo, quoi. ça fait plus, non, c'est même plus un instrument asiatique, en fait, dans le sens, ça fait presque lyre où faut pincer tes cordes. Si tu vas chercher une photo de sitar, tu verras vraiment qu'on n'est pas sur le même type d'instrument vraiment qu'une guitare. D'ailleurs, dans la vidéo du mec que j'ai récupéré là, qui fait de l'électro oriental, il en a une grosse devant lui et là, il joue de trucs en même temps qu'il a sa grosse disco derrière. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Moi, j'adore je suis un grand fan de mixité de genre. Tu me fous de l'électro syrienne, moi, je connaissais pas, mais je deviens fan, tu vois, directement. Bon, ça c'est de la percu, hein, bien évidemment. On est ici sur la darbuka, donc là le tambour avec une peau tendue sur un vase de céramique. Donc on entend bien le truc un peu tassé. Et tu vas voir, c'est assez différent du rick qui lui a un espèce de tambourin. Voilà, tu vois, là vraiment on sent que c'est le tambourin de Esmeralda, tu vois, avec les petits trucs sur les côtés et que tu vas taper directement dans ta main. Donc voilà un petit peu pour les différents instruments que tu peux retrouver. Alors je ne les ai pas tous cités bien évidemment dans la musique syrienne. Ces instruments qu'on retrouve toujours aujourd'hui, la preuve, hein, puisque les captations que j'ai récupérées, c'est pas des trucs de 1920, c'est des trucs récupérés sur des shorts YouTube. Donc ça vous montre que c'est toujours présent quand même dans la culture syrienne. Et maintenant, ce que je propose, c'est qu'on parle un petit peu des différents genres musicaux qui étaient populaires dans les années 20 en Syrie. Alors, je vais te les mettre, et puis, comme ça, j'en parle en même temps. On va commencer par le premier, qui s'appelle le mouacha. Je sais pas très bien comment le prononcer, mais en gros, c'est mouach, C-H-C-H-A-H. Donc, tu verras, ça va te plonger dans une ambiance aussi, hein. Le mouachash, c'est un genre poétique et musical qui a trouvé un écho particulier en Syrie, notamment à Alep. Il est soumis à des règles strictes de métrique arabe et il se distingue en cela de sa contrepartie maghrébine. Il est souvent interprété dans des salons de musique, des cafés chantants, où les musiciens et les poètes se réunissent pour célébrer cet art raffiné. Les mouachas étaient caractérisés par leur structure poétique complexe et leur mélodie envoûtante, souvent accompagnée par des instruments traditionnels comme le oud et le kanoun. Donc ces deux instruments qu'on entend en fond, je pense qu'on est sur les deux. Je pense qu'il y a un oud et un kanoun et on a un monsieur du coup qui est en train de chanter aussi dans la foulée. Donc ça c'est un mouachash que j'ai trouvé sur internet. Là on est vraiment dans le côté très tournant de la musique orientale où on va répéter toujours inlassablement les mêmes rythmes encore et encore. Moi je trouve ça très chouette, je trouve ça très apaisant comme musique. À chaque fois j'ai mis que 1 minute 30 généralement. L'autre musique qui est souvent écoutée, c'est plutôt une sorte de musique traditionnelle, des musiques assez anciennes.
C'est souvent assez varié, assez riche. Ça va inclure exactement les mêmes instruments qu'avant, oud, kanoun, etc., qui vont être utilisés pour accompagner des chants et des danses traditionnelles. Les musiciens traditionnels jouent un rôle crucial dans la préservation et la transmission de ce patrimoine musical qu'ils vont souhaiter entretenir justement pour garder cet esprit un petit peu pan-arabique, hein, comme tu disais tout à l'heure. Et il va y avoir d'ailleurs pas mal de performances qui seront enregistrées dans les années 20 et les années 30. Parmi les différentes musiques traditionnelles, il y en a une que j'ai retenue, c'est le mawal. Je suis vraiment désolé si je le prononce très mal. Le mawal, c'est ça. Donc le mawal, c'est un chant traditionnel arabe improvisé et mélodique. C'est très expressif et c'est souvent chanté a cappella ou avec un accompagnement instrumental léger. Parce que là, on a un léger oud, une légère sitar, une légère flûte maintenant qu'on entend derrière. C'est vraiment une forme de poésie et de musique à part entière qui est très appréciée dans les cultures du Proche-Orient, notamment en Égypte, mais aussi en Irak, au Liban, en Palestine et bien évidemment en Syrie. C'est presque comme une complainte, je trouve. Ah, j'adore la flûte. Ouais, c'est vrai que c'est très. Mais elle a un son quand même qui est très particulier. C'est magique. Hein. C'est très. Et puis elle est très typée, je trouve, dans le son. Ouais, bien sûr. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est de moi qui fantasme parce que je sais le contexte, etc. Mais quand même, je trouve que dans le ton, dans la manière dont elle joue, il y a quand même. Enfin, c'est très 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 typé. Autant la musique juste avant, tu changes un peu la langue, ça aurait pu passer pour de la poésie occitane. Oui, c'est vrai. Enfin, ça aurait pu être dans le même ton. Autant là, c'est très difficile avec cette flûte. J'ai l'impression quand même de. La flûte est très caractéristique. Pas être remarqué. Tout à fait. C'est très caractéristique d'une musique proche-orientale. Là où effectivement le oud peut très bien se retrouver dans des musiques comme tu le disais, occitanes ou même espagnoles, etc. D'ailleurs, le troisième type de musique qu'on va avoir fréquemment, c'est des musiques arabo-andalouses. Alors, les musiques arabo-andalouses. Ce qu'il faut savoir, c'est que Alep était un centre majeur pour la musique arabo-andalouse, un héritage musical qui remonte à l'époque médiévale. Cette musique, intégrant des formes comme le makam, donc ce qu'on est en train d'entendre en ce moment, était profondément enracinée dans la culture syrienne. Les musiciens syriens ont préservé et développé ce style, le rendant accessible à un public plus large à travers des performances dans des salons de musique et des cafés chantants. Ce que vous entendez ici, c'est un extrait repris, bien évidemment, mais d'un interprète syrien des années 1930 qu'on appelle Omar al-Batch et qui a été un des plus grands interprètes de ce style de musique et qui a laissé un héritage extrêmement fort dans les musiques proche-orientales. Donc Omar Bat, pour vous dire, il a vécu entre 1885 et 1950. Ça aussi c'est très caractéristique. Moi ça me fait beaucoup penser aussi à des musiques égyptiennes, genre Natacha Atlas par exemple, qui est une compositrice que j'aime beaucoup. Donc on est vraiment sur quelque chose de très pan-arabique encore une fois. Alors de la musique c'est des cafés, c'est tout ça, mais la musique où qu'on soit dans le monde, c'est aussi souvent beaucoup en lien avec la religion. Voilà, donc comme tu peux l'entendre au fond, on est ici sur ce qu'on appelle un qasidat, qui est une musique de tradition religieuse islamique. Toutefois, faut pas l'oublier non plus, les communautés chrétiennes et juives ont aussi leur propre chant et leur propre liturgie, qui sont aussi tout à fait avec ce genre de style de musique-là, bien évidemment. Par exemple, l'église syrienne orthodoxe avait des liturgies, comme ce qu'on appelle la liturgie d'Antioche, qui étaient chantées lors de cérémonies religieuses.
Les chants religieux sont non seulement une expression de foi, mais aussi une partie intégrante de la vie culturelle et sociale en Syrie. Je trouve ça très beau. Après, j'aime beaucoup les chants religieux de manière générale. Ah, j'avoue que c'est moins... T'es moins fan. Je suis moins sensible. Moi, que ce à soit ce chant genre de- grégorien ou ça, les deux me vont, hein, franchement. Il y a l'extrait un peu long, je me permets de le retirer. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on parle vraiment de la musique populaire, donc celle qui reflète la vie quotidienne. Alors, l'artiste que vous entendez, c'est Sabri Moudallah, qui est un artiste qui est connu pour son interprétation de la musique traditionnelle syrienne, tant religieuse que profane. C'est typiquement des artistes comme Sabri Moudallah qui vont être souvent joués lors de fêtes ou de célébrations, ajoutant du coup une dimension véritablement festive et communautaire à la vie sociale. Donc ça c'est la musique, comment dire ça, on serait un peu sur, ça va faire bizarre ce que je veux dire, c'est de la variété syrienne de 1920 quoi, d'une certaine manière. Donc là on est sur quelque chose d'un peu lent. Donc finalement, la Syrie des années 1920, comme je vous dis, c'était un carrefour culturel et musical où la musique jouait un rôle central dans la vie sociale, politique et culturelle. Cette décennie, marquée par des bouleversements politiques et sociaux, a vu la musique devenir un vecteur d'expression, de résistance, préservant et enrichissant des traditions locales. C'était donc un mélange d'influences arabes, turques, persanes, kurdes, andalouses, etc., etc., etc. La musique peut être également perçue comme un moyen d'expression politique, de résistance aussi, hein, bien évidemment. Les chants, les poèmes étaient souvent utilisés pour exprimer des sentiments de révolte et de protestation contre les occupants français. Les musiciens et les chanteurs jouaient donc un rôle crucial dans la mobilisation et la sensibilisation du public. Les cafés chantants et les salons de musique étaient des lieux de rassemblement où les artistes pouvaient exprimer leurs opinions et leurs sentiments. Ces espaces permettaient aux musiciens de diffuser leur message à un public large, contribuant ainsi à la formation d'une conscience collective et nationale, malgré eux ou voulu. La Syrie, avec sa diversité religieuse, abritait donc une riche tradition de musique religieuse, communautés chrétiennes, juives, musulmanes, comme on l'a dit, avaient leur propre chant liturgique. La musique des sociétés syriennes est donc bien plus qu'un simple divertissement. C'est un vecteur d'expression culturelle, un moyen de résistance politique et un élément central de la vie sociale et religieuse. Alors, là, je vous ai parlé finalement des musiques syriennes typiques. Cependant, comme on l'a vu, en Syrie, en 1920, il n'y a pas forcément que des Syriens. Tout à l'heure, on en a parlé un peu rapidement, il y a des troupes françaises qui sont présentes en Syrie à cette époque-là. Et donc, dans ces troupes françaises, on va trouver différents types d'individus. On va retrouver, comme tu l'as dit, effectivement, des Français européens. On va retrouver aussi des Européens d'Algérie. On va retrouver des Marocains. On va retrouver des Sénégalais. Et tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils amènent avec eux ? Ils amènent aussi une partie de leur culture et une partie de leur musique. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bien évidemment, dans une fanfare militaire, vous n'allez pas avoir tout d'un coup du djembé qui va être joué, ou alors du oud, des trucs comme ça. Ça restera toujours, bien sûr, classique. Cependant, certaines troupes, dans des moments de détente, peuvent très bien sortir leurs instruments pour pouvoir se jouer un petit truc, et donc, du coup, transmettre aussi ce rythme, ces musiques, créant ainsi une sorte d'hybridation. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a quand même aussi beaucoup de Syriens qui sont présents dans des troupes auxiliaires, c'est ce qui me semble, si je dis pas de conneries, ce qu'on appelle l'armée du Levant. On a plus de 3200 auxiliaires syriens quand même qui en font partie, donc on va vraiment avoir presque un syncrétisme musical qui va se créer. Alors je vais vous remettre quelques petits extraits de musique. On va voir ce qu'on appelle le sabar, qui est un ensemble de percussions plutôt liées au Sénégal. Là, on est vraiment sur des percus assez typiques aussi. C'est typiquement le genre de musique qui va faire un petit peu voyager ailleurs, en tout cas dans un imaginaire collectif qu'on peut avoir de ces différentes cultures musicales africaines. L'autre objet que j'ai envie de vous faire écouter, c'est ce qu'on appelle le bendir. Le bendir, c'est une percussion plutôt marocaine qui a un son très particulier. J'adore ce son.
Pour moi, ça fait Medieval Total War tout de suite. Non, c'est un son presque métallique. Ouais, tout à fait. Moi, ça me fait penser à la scène à l'écran d'attente de Medieval Total War 2. Je crois qu'il y en a qui passent au fond. Donc, c'est ces espèces de grands tambours très circulaires qui ont vraiment une amplitude sonore absolument phénoménale. Le bendir, du coup, c'était notamment joué par les goumiers marocains avec différents types d'instruments. Alors, il y a un dernier style de musique, bien évidemment, que je vous ai pas passé, c'est le style de musique militaire à la française. Voilà, ça c'est bien chez nous. La musique n'est pas qu'un simple outil de cohésion interne, elle est aussi un vecteur de la politique coloniale française, instrumentalisée pour renforcer la discipline et promouvoir une sorte d'idéologie assimilationniste. Les autorités militaires imposent l'exécution d'hymnes nationaux comme la Marseillaise lors de cérémonies officielles, où tous les soldats vont donc se transformer en véritables citoyens, entre guillemets, intégrés dans un appareil d'État. Cela traduit une forme de double réalité de la part des soldats, coloniaux ou non d'ailleurs, partagés entre leur propre culture d'un côté et la culture englobante française à travers ces différentes musiques. Moi je parle de la musique, mais en fait on peut parler de n'importe quel aspect de la culture, bien évidemment. Donc ça va agir presque comme une sorte de ciment social permettant aux soldats de cultures diverses de se forger une sorte d'identité collective malgré toute chose. Donc on est à la fois face à une opposition de musiques différentes et en même temps un rassemblement à travers un syncrétisme des différentes cultures musicales qu'on peut avoir en Syrie à cette époque dans les années 1920. C'est peut-être un truc aussi une mini aparté. Vas-y. Mais c'est vrai qu'on le dit souvent, mais quand on parle d'appartenance, quand on parle les appartenances, parfois par individu, elles peuvent être perçues de manière multiple. Bien sûr. C'est-à-dire que tu as des troupes décolonies, donc troupes coloniales décolonies, qui peuvent avoir un fort sentiment d'appartenance à leur ethnie, à leur région d'origine, et un fort sentiment d'appartenance parfois au sein des corps de l'armée. Tout à fait, ouais. Ce qui va être notamment le cas des troupes de Leclerc, hein. C'est de ces braves qui sont remontés des troupes du Tchad qui sont remontées depuis ce qui était à l'époque l'Afrique équatoriale française jusqu'en Libye italienne et qui ont vaincu à Koufra. Et il peut y avoir comme ça des appartenances qui peuvent paraître paradoxales parce qu'on peut se dire ce sont des troupes coloniales, donc objectivement elles sont dominées, donc il doit y avoir une haine de l'envahisseur, etc. Mais en réalité, c'est pas aussi simple que ça. Et non. Dans la perception individuelle des choses et même collective. On peut avoir des individus qui vont tirer une fierté d'une certaine manière d'avoir appartenu à des corps militaires français alors que ce sont des troupes coloniales. Oui, tu peux appartenir à deux cultures de toute façon. Enfin, c'est ça qui est intéressant avec l'humain. En fonction de ton vécu, rien n'est binaire en final. C'est toujours très compliqué dans la manière dont on se les représente. Ouais, bien sûr. Parce que on ressort les cours d'archéologie, mais très clair qui avait été énoncé dans tout ce que j'ai pu voir des sociétés humaines, qui est quand même très très vrai. Il y a toujours une culture dominante, quel que soit le contexte, quelle que soit la période, quelle que soit la région, il y a toujours une culture dominante et une ou des cultures dominées. C'est systématique. Le jour où la culture dominante n'est plus réellement dominante, en règle générale, il y a un conflit social, varié en fonction des époques, des formes, etc. Il y a toujours un conflit. Il y a de nouveau une nouvelle culture dominante qui apparaît ou qui s'installe. Et du coup, c'est vrai que c'est paradoxal parce qu'on peut du coup se retrouver à se poser la question comment des individus qui sont, pour le dire franchement, le cul entre deux chaises, comment est-ce qu'ils se représentent ces situations-là. Et c'est ça qui est assez, je vois par exemple, c'est vraiment paradoxal parce qu'il y a plein de situations, et même pas forcément que dans le contexte colonial, parce qu'on pourrait se dire, c'est quand même très typique du contexte colonial, mais pas que. Par un parallèle, les Harlem Hellfighters sont peut-être l'un des régiments les plus connus de la Première Guerre mondiale, les régiments américains, régiments donc de combattants noirs américains, sont ségrégés par l'armée
américaine parce que noire, et donc pas sous commandement français. Parce que pour le coup, la France, c'est ça qui est paradoxal, malgré ses colonies, la France pose un regard non ségrégationniste alors, le problème, c'est que dire moins raciste, c'est un peu anachronique par rapport à... Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas le bon mot, parce Ouais, que c'est ouais, bien sûr. complètement anachronique par rapport à l'époque. Mais il y a moins ce regard de Peut-être moins ségrégationniste. volonté de ségréguer Ouais. entre les groupes. Et du coup, paradoxalement, ces combattants vont être énormément décorés, reconnus en France, alors qu'ils vont être complètement tombés dans l'oubli et être complètement Ouais. oubliés pendant plus de 50 ans aux États-Unis. Et même plus que ça d'ailleurs. Les Harlem Hellfighters, ils ont été réellement remis sur le devant de la scène que à partir des années 60-70. Ah oui. Alors que par exemple, ce sont des combattants qui ont gagné la Légion d'honneur au front, qui ont gagné la médaille du mérite, qui ont gagné voilà, c'est des combattants qui ont vraiment été sortis du lot par rapport à leurs compatriotes. Ouais. Et de la même manière, voilà, t'as tout ces... Paradoxalement, alors que d'un côté, tu peux avoir ce genre de mérite qui est reconnu en France, etc., tu vas avoir dans le même temps, par exemple pour la Seconde Guerre mondiale, le massacre des tirailleurs sénégalais à Tiraoui, ou justement les tentatives de réoccupation de la Syrie, où on se dit, c'est quand même paradoxal, parce que ce sont des troupes qui ont directement servi, qui étaient directement au service de la France, et qui sont presque moins reconnues que des troupes étrangères qui elles-mêmes étaient dénigrées par leur pays d'origine. Ouais. Alors peut-être qu'il y a aussi le fait que comme ce ne sont pas des troupes nationales, c'est pas entre guillemets, c'est pas ton problème social, donc Ouais, du coup, tu t'en fiches un peu. t'as moins de difficultés à le pointer du doigt parce que ça te concerne pas. Ouais. C'est paradoxal aussi. Et on revient pareil un peu à cette idée de tout à l'heure que bizarrement, il y a des confluences et parfois des points de jonction dans l'histoire de différentes cultures, différents événements, qui peuvent être utilisés soit dans du positif, soit dans du négatif. Je sais pas Non, si je suis si, bien clair dans sûr. ce que je dis, mais très clairement, moi, quand je l'ai lu la première fois voilà, moi, particulièrement le massacre des tirailleurs à Tiraoui, au Sénégal, moi, ça m'a choqué parce que je me suis dit, putain, mais c'est des gars qui sont montés au combat, qui sont allés, qui ont saigné pour la libération et qui ont été déconsidérés derrière. Ce qui est dans l'idéal républicain français, qui est complètement fou. Bah ouais. Et c'est vrai que dans le contexte de la Syrie, parce que c'est quand même ça à la base, Oui. et je trouve ça fou, tu vois, que par exemple, il n'y ait pas eu au contraire un choix plus poussé sur justement l'héritage partagé entre la France et la Syrie, que je l'évoquais tout à l'heure, mais depuis les croisades à minima, et en fait régulièrement depuis, il y a des contacts qui sont très importants entre la région du Proche-Orient et la France. Ah oui. Et je trouve ça fou de l'avoir pris sous le mauvais angle volontairement. Oui, je vois ce que tu veux dire. Plutôt qu'au contraire essayer d'en tirer le meilleur et de prendre les leçons justement de ce qui n'a pas marché et d'essayer de tirer le meilleur, de tirer ce qui s'est fait de mieux dans le passé pour réussir à construire sur le présent. Même avec le bagage de l'époque, hein, sans omettre le fait qu'il y a des volontés impérialistes, il y a des Bien sûr. volontés, voilà. Mais ce que je trouve paradoxal, c'est que ces volontés impérialistes, elles ont toujours existé dans toutes les populations humaines. Ouais, c'est très typiquement hein, sur la Syrie, on parlait au tout début, hein, c'est l'Empire ottoman, mais avant ça les Mamelouks, et avant ça plein d'autres gouvernements voilà, qui n'ont jamais tous très bien considéré leur population. Et je trouve que c'est dommage d'avoir raté le coche en fait, d'avoir choisi ce qui divise au lieu de choisir ce qui rallie les gens. Ouais, mais ça aurait demandé d'avoir un recul et d'arrêter d'utiliser le vieil adage de diviser pour mieux régner, j'imagine. Mais toi, après, c'est là où c'est difficile, c'est quand tu vas dans le détail, tu te rends compte que des deux côtés, il y a un manque de volonté, parce que certes, d'un côté, tu as l'impérialisme français qui est très évident et tout ça. De l'autre côté, quand tu regardes les divisions politiques en Syrie à l'époque, quand tu regardes les complots entre les uns et les autres, parfois pour des histoires quasiment de voisinage, en fait. Ouais. Et ça, c'est une manière un peu grossière de le dire, mais il y a des conflits très personnels dans les conflits politiques en Syrie, dans les années 20 aussi. Hein. Bah oui, bien sûr. On l'a dit tout à l'heure, les conflits entre Alep et Damas, alors que
Voilà, ça veut dire, à un moment donné, quand il faut faire front, c'est aberrant qu'il fasse pas plus front que ça, en fait, parfois. Ouais. Parce qu'on l'a, Et on l'a les pas évoqué. rivalités, on la vie dure, quoi. En fait. Je suis pas un grand spécifique, mais le coup premier, la guerre de 1925, elle est en premier lieu, le premier point de développement, c'est chez les Druzes, la minorité qu'on évoquait tout à l'heure, et à Damas. Et même qu'il y aura, de mémoire, il y a un petit peu d'effervescence ailleurs, principalement concentré là. Ouais. Donc là, je sais pas comment le dire, mais malheureusement, l'humain a tendance à faire des choix un peu pourris et à prendre à la dure. J'ai l'impression. Effectivement. À apprendre à la dure, ou parfois même ne pas apprendre du tout, malgré le fait qu'il ait pris Chéros, quoi. C'est ça. Alors qu'il y avait je pense, des options. Et la musique en fait partie. Je pense que la musique est un grand conciliateur quand même. La musique a tendance à que, rassembler les peuples. Si votre régime politique interdit de la musique, c'est des prétextes débiles. Méfiez-vous. Parce que c'est de la musique. C'est plus que méfiez-vous. C'est que vous êtes déjà dans la merde. Moi, je trouve que c'est un contexte qui est intéressant, la série, puisque comme dit, il y a plein de petits événements qui auraient pu faire, par effet papillon, auraient pu complètement changer le visage de la région, voire du monde. Voir du monde, exactement. Ouais. Vu comme les conséquences de tout ça résonnent encore aujourd'hui. C'est vrai que je trouve que c'est vraiment quand même particulièrement dommage quand on sait que pendant très longtemps, c'est une région qui était centrale dans l'histoire de l'humanité. C'est vrai. Dans l'Antiquité notamment, mais aussi au Moyen-Âge. De voir que finalement elle a été autant balayée et que qu'on en arrive à des extrémités avec des fous qui font sauter des ruines antiques parce que ce sont des ruines antiques. Ouais. Ça ne sert à rien. C'est des pierres, qu'est-ce que vous en faites? Mais c'est pour ça que c'est chouette qu'elle participe au patrimoine syrien. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que c'est chouette que tu aies accepté de faire cet épisode, Franck, d'autant plus que tu as un savoir incommensurable quand même sur le sujet. Je suis toujours aussi épaté par ce que tu es capable de produire, même en pure improvisation. Donc franchement... On ne fait que divaguer. On divague, on digresse. On le rappelle. Mais si ça peut permettre aux auditeurs de se renseigner ensuite plus profondément, c'est quand même déjà vachement chouette. On l'espère, parce que c'est quand même une région qui est chouette, qui est une histoire quand même qui est très très longue. Tout à fait. Et qui, on peut l'espérer pour tous ceux qui y habitent, qui dirigent vers le mieux, oui, et pas vers le moins bien. On croise les doigts pour ça. Et c'est sur cette belle phrase d'un avenir radieux que tu nous proposes qu'on va mettre fin à notre épisode sur les 100 ans de la grande révolte syrienne. Merci beaucoup, Franck, ça m'a fait très plaisir de faire ça en ta compagnie. J'aimerais aussi remercier... Merci à toi. Je t'en prie. J'aimerais aussi remercier les auditrices et les auditeurs qui seront très nombreux, j'en suis sûr, à écouter ce sujet. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Si ça vous a déplu, n'hésitez pas à le dire aussi, bien évidemment. Dans tous les cas, on vous fait des gros bisous et on vous revoit très prochainement sur cette chaîne pour d'autres sujets qui vont suivre très prochainement, bien évidemment. Sur ce, ciao tout le monde et à bientôt. Ciao. Et bah voilà, perfecto les pépitos. Hop. Désolé, comme d'hab, c'est un peu décousu. Non, mais je trouve que pour quelqu'un qui se dit décousu, t'es quand même relativement bien cousu en vrai.